Mes amis, on retrouve Thibaut Kerlirzin. C'est un breton, hein. Personne n'est parfait. Un quart seulement. Un quart seulement. Il vient, vous l'avez déjà vu, il nous avait fait une excellente étude dont nous avions parlé sur Bill Gates et l'influence des think tanks auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne. Il vient de produire une série sur le pass carbone et je voulais qu'il nous en parle parce qu'en plus Thibaut est probablement, de mon point de vue, l'un des analystes les plus fiables aujourd'hui parce que les plus indépendants et les moins intéressés par le microcosme parisien. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous dire, attends, je refixe l'objectif, voilà, parce qu'il y a un petit décalage dans mon niveau, voilà. Thibaut, est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est parfait, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis dans ton dossier sur le pass carbone? Ouais, donc déjà, on va rendre à César, c'est une étude que j'ai faite pour l'eurodéputée Mathilde Landrouet, qui m'a déjà fait travailler sur les questions du wilderness et de l'éco-business. C'est quoi le wilderness? Le wilderness, ça se traduit en français par, on va dire, la nature sauvage. L'idée, c'est de privatiser des zones entières d'espace, que ce soit les aires marines protégées océaniques ou les zones terrestres, pour faire d'abord de la conservation, puis de la restauration. Donc c'est assez méconnu en France, mais c'est une philosophie américaine qui remonte à déjà facile le 19e siècle. Et les premiers congrès sur le wilderness ont eu lieu à la fin des années 70, et c'est quelque chose qui est en gros développement. Par exemple, la convention sur la biodiversité, la COP 15, donc pas les COP habituelles, la COP 21, 22, 25, 26, mais la COP 15 sur la biodiversité, par exemple, a disposé qu'il faudrait protéger, on va dire mettre sous cloche, 30% des terres et 30% des mers au niveau mondial. Il y a déjà des ONG qui demandent un peu plus. Il y a une ONG qui s'appelle Nature Needs Half, par exemple, qui demande que ce soit 50%. Ensuite, ce qui est très intéressant et ce qui fera lien avec le pass carbone, c'est que ces zones, donc les océans, les forêts, les sols, ils sont présentés comme capturant du carbone. Et ils permettraient donc d'atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire les émissions de CO2 dont nous serions responsables seraient absorbées grâce aux océans, aux forêts et aux sols. Et ça, c'est vrai ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, ce qu'il faut en dire, c'est que ça sert beaucoup la finance verte et maintenant la finance bleue, puisque ça permet d'attribuer de la valeur aux forêts, à la mangrove, aux coraux, à des zones océaniques, pour ce rôle qu'ils rendent. En plus d'autres rôles, mais je n'entrerai pas dans les détails, sinon on va aller beaucoup trop loin. Et ensuite, ça permet de les valoriser sur les marchés financiers. En plus de ça, ça permet d'obtenir des crédits carbone. Et pour les entreprises qui voudraient investir sur les projets de conservation et de restauration. Donc c'est un business qui est énormissime et qui n'est même pas quantifiable en fait. Ça se chiffre en milliards de dollars. Voilà. Bon, explique-nous ce que ça veut dire parce que j'ai rien compris. Il faut que je répète tout. Explique au vérag moyen qui n'y connaît rien ce que concrètement ça signifie. Est-ce que tu es en train de nous dire que l'écologie, la mère nature, le wilderness. Ce qui se passe, moi je disais wilderness. Moi aussi, mais non, wilderness. Wilderness. Écoute, la chanson de Styx, Man in the Wilderness, c'est The Wilderness. Alors donc, voilà. Moi, est-ce que tu es en train de nous dire que tout ça, ce sont des prétextes, voire des inventions pour gagner de l'argent? Oui, il y a deux choses. Il y a le contrôle de la population, la justification du contrôle de la population, la justification de la réduction démographique, la justification du rationnement énergétique, la justification aussi du passage au numérique. On parlera peut-être du carbon coin mondial et d'un roman d'anticipation dont sont fans à la fois Gates et Schwab. Et tout ça, c'est un tout. C'est ça quand je distingue, j'avais peut-être fait dans l'autre vidéo avec toi, je distingue vraiment l'environnement de l'écologie. L'écologie, c'est le système général, c'est la planète. Tu vas pouvoir lier la démographie, l'intelligence artificielle, l'agroalimentaire, la mobilité. Tout est interrelié. Et oui, l'idée, c'est à la fois, c'est d'obtenir un contrôle total. C'est une espèce de bolchevisation, une collectivisation totale de la planète avec un contrôle sur absolument chaque sphère du vivant. Mais un contrôle, concrètement, ça veut dire quoi? Ça se passe comment? Tu as une élite en haut, et puis derrière, en bas, tu as les gueux qui obéissent. Oui, mais en quoi l'écologie est un outil là-dedans? Je suis en train de te l'expliquer. Ben voilà, je suis lent. Mais si je suis lent, c'est qu'aussi les gens qui regardent se disent mais comment concrètement ça se passe? C'est-à-dire, quels sont les rouages de l'horloge qui font que l'heure s'affiche à un moment donné? C'est assez vaste.
On peut y aller par le passe carbone, puisque c'est un petit peu le thème de notre discussion. C'est un petit peu le passe carbone, c'est un peu le stade terminal de l'éco-contrainte. Ceux qui s'intéressent au concept d'écocide, les choses ne viennent pas comme ça d'un coup. On va passer par l'écocide. L'écocide, c'est quelque chose qui est un peu en vogue. L'écocide, c'est-à-dire le génocide contre l'environnement. Voilà. Et en fait, c'est un terme qui a été employé dès 1970, je crois que c'était au premier jour de la Terre, pour dénoncer l'utilisation de l'agent orange. Ensuite, ça a été repris en 1972 au sommet de Stockholm avec Maurice Strong, et ça a été encore plus développé. Et il n'y a que depuis quelques années, avec en France l'impulsion de Valérie Cabane notamment, et des ONG comme End Écocide, Stop Écocide, qu'ils essayent de faire une norme juridique internationale contraignante contre le crime d'écocide. Et à partir du moment où tu dis que les émissions de CO2, ça contribue au soi-disant réchauffement climatique, et donc c'est un crime contre la nature, on peut voir une espèce d'aboutissement de l'écocide, si tu veux. Ensuite, comment ça se concrète ? Et donc ça, l'objectif de l'écocide, c'est de criminaliser les gens qui ne font rien contre la pollution. Mais l'écocide, je prends en global, parce que toute norme en fait est décidée à criminaliser quelque chose là-dessus. C'est-à-dire l'attaque contre les voitures thermiques, c'est une criminalisation de l'utilisation de l'essence, du pétrole. L'utilisation de manger de la viande, faire de l'agriculture pour pouvoir manger de la viande, on criminalise parce que les pets de vache font bouillir les océans. Voilà. C'est vrai ou pas ? Non. Même le verrag. Je sais que même le verrag moyen essaye de me taquiner, là, n'y crois pas. Non. Non. Je n'ai jamais vu un pet de vache faire bouillonner un océan. Ouais, non, mais il y a des thèses comme ça. Et en fait, les thèses sur le CO2, là je vais donner, pas par souci de name dropping, mais il faut quand même. J'aime pas m'approprier des sources, donc je vais les rendre quand même. Ceux qui sont sur Twitter peuvent suivre quelqu'un qui s'appelle Elpis, qui est ELPIS et underscore ou tiré du bas comme on dit avec un R ensuite, qui a un compte exceptionnel sur toutes les questions climatiques et qui détruit complètement le narratif officiel sur les mensonges autour du CO2, du soi-disant réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc on rappelle. Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Marconius. Elpis en grec, ça veut dire la confiance. Ce que j'ignorais. Ouais. Les années de grec remontent à l'année de 3e, donc c'est loin. Et quelqu'un qui s'appelle Marconius, le duo le tandem est vraiment très complémentaire, et ils font un travail exceptionnel. Il y a des comptes anglophones qui font aussi un excellent travail. Au niveau livre, moi je me suis éveillé à ça à l'époque de la COP21 avec le livre de Philippe Verdier, Climat Investigation, qui était publié chez Ring, donc qui se trouve difficilement maintenant vu que Ring n'existe plus. Et Christian Gérondeau, le livre s'appelle Le CO2 est bon pour la planète. J'ai appris énormément de choses dessus, notamment sur le rôle bénéfique du CO2 pour l'augmentation de la végétation, pour la photosynthèse, comment à l'époque médiévale, on pouvait cultiver de la vigne en Norvège par exemple parce qu'il faisait plus chaud, comment le Groenland, le fameux Greenland, était justement verdoyant et qu'il y avait de l'agriculture. On apprend tout un tas de choses là-dessus. C'est par des gens comme Elpis que j'ai appris que avec source à l'appui bien sûr, que les émissions humaines de CO2 ne représentent que moins de 5% des émissions totales de CO2 et que les autres sources, c'est quoi ? Je crois que la principale c'est la vapeur d'eau déjà. Ensuite sur le reste je ne me suis pas concentré dessus puisque j'essaie de sectoriser un petit peu ce que je retiens. Et Gérondeau expliquait que la teneur de CO2 dans l'atmosphère est de entre 0,028% et 0,04%. Donc rien que ces chiffres contribuent à complètement détruire le narratif. Et il y avait un article anglais publié il y a quelques années, je l'ai oublié, mais Elpis reprend aussi ces informations-là, qui parle de la célèbre courbe en hockey de Michael Mann, qui est censée montrer depuis quelques années, d'où le nom de courbe en hockey, une augmentation de la température. Et en fait, il y a une comparaison qui est présentée par un autre article anglophone dont j'ai oublié le nom, qui montre le premier rapport du GIEC, donc il y a un organisme politique qui a été cofondé par Maurice Strong, donc le mentor de Klaus Schwab, et Strong qui était lui-même un homme des Rockefeller, ce que m'a dit quelqu'un qui est aujourd'hui le conseiller du Premier ministre indien, et qui a très bien connu Strong et qui a connu les Rockefeller aussi, donc source j'estime sûre. Et le premier rapport du GIEC, qui date de 1990, présentait la fameuse courbe depuis des siècles de l'évolution de la température. Et il y avait ce qu'on appelle la warm medieval period, la période chaude médiévale. Et dans le rapport de 2001, la même courbe, en fait, cette période a disparu. Donc il y a une manipulation et un effacement des anciennes données pour faire croire qu'il y avait une élévation dingue de la température. Voilà. Et ensuite, sur le passe carbone,
pour embrayer dessus. Là, je suis parti un peu sur d'autres informations, mais ça explique ensuite la justification pour mettre en place un espèce de passe carbone, de dire bon, il y a urgence maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de justification. L'idée d'une espèce de carte carbone ou de passe carbone, plutôt la carte carbone, elle était déjà présente chez les Anglais dans les années 90. Il y avait 4 personnalités qui ont travaillé dessus. Je vais en mentionner juste une qui s'appelle David Fleming, qui était membre du Green Party et qui était très influent auprès de la New Economics Foundation, donc la NEF. Et vous pouvez les voir sur SourceWatch, qui est un Wikipédia en mieux, sur la fiche, et vous verrez qu'il y avait de très nombreux sponsors de cette organisation, dont des ONG comme le WWF ou le Global Footprint Network, sachant que les deux ont créé ensemble ce qu'on appelle le jour du dépassement, qui est pris ensuite comme exemple chaque année pour dire regardez, on consomme trop de ressources par rapport à la planète, etc. C'est vrai etc. ou pas qu'on consomme trop de ressources par rapport à ce que la planète est capable de donner? Aucune idée. Aucune idée, mais il faudrait, sachant que en fait je me demande toujours, mais qui met en place cet outil, qui me le présente et pourquoi on me le présente. Les deux fondateurs du Global Footprint Network, c'est Mathias Wackernagel et Ries, et c'est 2 mecs du Club de Rome. Le Club de Rome, c'est ceux qui ont fait le rapport Meadows, Alta la croissance, qui est une des grandes références de Jean Covici, qui est un grand promoteur du passe carbone, du passe carbone, qui est un de ceux qui, à mon avis, va médiatiser la promotion du passe carbone. Et non, moi je pense pas. Et ensuite, c'est 2 choses différentes. Il y a un souci avec l'environnement, ça en est très clair. C'est quoi le souci avec l'environnement? C'est qu'on a une vie quand même globalement fondée sur l'industrie, donc on fonctionne à l'extraction de minerais, donc on détruit l'environnement. Ça c'est un fait. Voilà. Ensuite, il faut savoir ce qu'on veut. Si on est prêt à abandonner tout ça et à revenir à une vie plus chiche, si on est prêt à virer, à dire bon bah les métiers de la pub et de la com maintenant c'est terminé, vous allez aller faire de l'agriculture, ça sera un autre mode de vie. Mais peut-être plus soucieux de l'environnement. Il y a des choses qui sont très vraies sur l'environnement, sinon le narratif ne prendrait pas. Bon, je reviens sur le passe carbone. Donc voilà, il y a eu David Fleming, il y a eu des tentatives de promotion et qui ont pas abouti. En 2021, donc plus récemment, il y a eu dans Nature un article sur l'attribution de quotas individuels de carbone. Et avec également plusieurs auteurs, 4 auteurs, qui sont aussi dans des réseaux, qui sont exprimés auprès de l'ONU, qui ont leurs entrées auprès de la Commission européenne. Il y en a un, je crois, qui bosse avec le projet Horizon 2020. Donc c'est quelque chose qui est déjà un peu posé. Je reviendrai sur un autre acteur proche de Davos ensuite, mais je vais embrayer plus sur les événements plus récents du passe carbone, puisque là où ça a commencé à s'imposer en France, c'est le 14 novembre 2022, qu'il y a eu une grande soirée sur BFM TV sur faut-il instaurer un passe carbone ou autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'espèce de docu-fiction qui dit qu'on allait tous crever parce qu'il fait trop chaud, a été co-scénarisé par quelqu'un qui s'appelle Emma Stocking, et en fait c'est une responsable ou la vice-responsable développement durable, je crois, ou quelque chose comme ça, dans un think tank qui s'appelle The Shift Project. Et The Shift Project, c'est le think tank de Jean-Marc Jancovici, qui lui-même a créé une boîte à côté qui s'appelle Carbone 4, c'est-à-dire réduire les émissions de CO2 par 4. Et on emploie le terme carbone, mais c'est dioxyde de carbone à chaque fois qu'il faut comprendre, c'est le CO2. Et Jean Covici, voilà, donc il y a The Shift Project, il y a le Carbone 4, et en même temps Jean Covici est celui qui a créé le bilan carbone quand il a travaillé pour l'ADEME pendant quelques années. Voilà. Donc est-ce que tu es en train de nous dire que Jean Covici est le lobbyiste de l'industrie verte? Non, je pense pas du tout. Non, je pense que c'est un des plus efficaces porte-parole du néo-malthusianisme. C'est quoi le néo-malthusianisme? Le néo-malthusianisme, le malthusianisme, ça dit équilibre des ressources, équilibre des consommations. Bon, les gens ils sont au bord de crever de faim, mais globalement ça s'équilibre. Plus on augmente en population, plus on produit de bouffe, ça s'équilibre l'un dans l'autre et puis on n'en sortira jamais. Le néo-malthusianisme, c'est simple, c'est évolution de la population, réduction des ressources disponibles, il y a trop de monde quoi en fait. Donc c'est quelque chose qui prône beaucoup plus la réduction démographique et qui est dans ce qu'on appelle le démo-ressourcisme, quoi. Le lien entre vraiment les ressources et la démographie. Plus il y a de monde, moins il y aura à bouffer, donc danger, il faut réduire la population mondiale. Redis-nous ce mot démoro. Le démo-ressourcisme, c'est un mot que j'ai trouvé dans un article de Fabien Locher, qui a fait un article exceptionnel, lequel je renvoie à vos auditeurs, vos spectateurs, qui s'appelle La tragédie des communs, Gareth Hardin,
non, les pâturages de la guerre froide, guerre étardine et la tragédie des communs, que vous trouvez sur le site cairn.info. Et ce terme était mentionné. C'est un article passionnant qui explique un petit peu cette escroquerie, mais ensuite je vais partir dans autre chose. Vas-y, pars dans autre chose qu'on non, suive ta pensée. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que je disais avant sur le néo-malthusianisme. Ouais. Ou alors parce qu'on était sur Jean Covici, et le néo-malthusianisme. Ouais. Et oui, donc je disais sur l'industrie verte, non, parce qu'il y a des interventions où il détruit. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu et j'appréciais beaucoup ces interventions où il dit bah non, les énergies soi-disant renouvelables, bah voilà, l'extraction ça pollue, elles sont intermittentes, c'est merdeux quoi. Et il défend le nucléaire. Et je dis bien. Et en fait, un des arguments de défense du nucléaire, c'est aussi parce que ça émet moins de CO2. Il est en fait complètement aligné sur la thèse de l'alarmisme du CO2. C'est un espèce de Yves Cochet en plus soft, quoi. On est un peu plus soft. C'est-à-dire qu'il est à fond sur le rapport Meadows, il s'imprègne du rapport Meadows du Club de Rome. Donc, il dit est-ce qu'on devra passer un système de contrôle à la chinoise pour redevenir contraignant? Ben oui. Il faudrait qu'on passe à des trucs où on arrête par exemple de tout faire pour sauver les gens un peu vieux quand ils sont malades. Et il dit il est aussi un partisan de la réduction de la population mondiale, quoi. Il dit faut que ça se fasse naturellement, sinon ça va être un drame. Donc, il est complètement aligné sur le narratif du Great Reset et complètement sur le Great narratif, quoi, de Schwab et de Man Ray. Donc toi, est-ce que ta position, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une mise en scène écologique du néo-malthusianisme? Ouais. Et est-ce que ta position est de dire qu'on invente des prétextes pour réduire la population mondiale? En permanence, on invente des prétextes pour réduire la population mondiale. Soit avec l'inflation, les gens vont avoir moins à manger, moins d'argent, ils auront moins envie de faire des gamins, ils vont dire mais comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants? Sur la vaccination, ta vidéo elle va être sur YouTube, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet. La terreur YouTube. Non, c'est pour que ta vidéo saute pas, mais les spectateurs comprendront. Oui, il y a une incitation à ça. Il y a des articles de plus en plus qui sont faits sur faut-il continuer à faire des enfants, ces couples qui ne veulent plus faire d'enfants. L'incitation aussi en faveur des transgenres. Si tu changes de sexe, que tu es dans cette espèce de délire total, tu vas pas chercher à te mettre avec quelqu'un du sexe opposé à faire des enfants. En fait, j'ai l'impression que toutes les voies exploitables sont exploitées pour pas faire d'enfants. Et quand tu regardes les discours des néo-malthusiens, que ce soit James Lovelock qui dit pas plus d'1 milliard de personnes sur Terre, il est à l'aise, il a 102 ans, il continue à faire chier. Mais Lovelock, Paul Ehrlich sur la bombe démographique, Ted Turner, grand ami de Maurice Strong et fondateur de la Fondation des Nations Unies, donc directement lié aux Nations Unies, qui a dit qu'il faut revenir à ce que disait Paul Ehrlich, ce que voulait Paul Ehrlich, c'est-à-dire entre 2 et 2,5 milliards de personnes sur Terre. Maurice Strong, le mentor de Klaus Schwab, qui disait 1,61 milliard de personnes, comme au début du XXe siècle. Et il projetait ça au 1er janvier 2031, soit la fin de l'agenda 2030. Sachant que Strong, c'est lui qui a créé l'agenda 21, qui a précédé l'agenda 2030. Voilà. Et pour continuer sur un autre aspect du pass carbone, je vais revenir quand même sur un peu les prémices avant le reportage de 2019 dont je t'ai parlé. J'étais tombé sur un article qui s'était fait les gorges chaudes une initiative de la Banque asiatique de développement qui avait lieu en 2015, c'était pour l'écotourisme, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Et ils incitaient les touristes à avoir des espèces de cartes carbone qui donnaient des points carbone. Et c'est-à-dire de l'écotourisme, tout un tas de choses. Et j'ai lu cet article sur un site qui s'appelle Global Opportunity Explorer. Et il était coécrit par Global Opportunity Explorer, qui est une initiative des Nations Unies, et un organisme qui s'appelle Sustainia, et Sustainia était l'auteur. Et l'ancien nom de Sustainia, en fait, c'est le Climate Copenhagen Council, qui a été monté par un mec qui s'appelle Erik Rasmussen, qui a été nommé par Davos comme l'un des 100 journalistes les plus influents au monde. Et le mec, il a créé, donc c'est un Norvégien, il a un journal qui s'appelle le Mondag Morgen, donc lundi matin, un truc comme ça, et un think tank. Et ce think tank en fait dirigeait le Copenhagen Climate Council. Et dedans tu retrouvais des gens comme Al Gore par exemple, donc du directoire de Davos, des gens comme
un mec qui s'appelle James Cameron, donc pas le réalisateur, un homonyme, mais en regardant son CV, il fait typiquement partie des réseaux, des services en fait anglais, quoi, des réseaux d'influence du pouvoir britannique. Ça dessine toute une petite sphère, si tu veux. Donc ça, je te dis ça, pas à pas, on arrive à vraiment une promotion totale du pass carbone. Et ça, c'est qu'un aspect. Parce que je te donne l'aspect, par exemple, avec Jean Covici, je t'ai donné l'aspect avec les tentatives en Angleterre, l'aspect là avec Sustainia, l'aspect avec l'écocide, mais il y a deux autres aspects, enfin, il y a même trois autres aspects. Tu as la société civile, puisque c'est un truc en fait qu'ils essaient de faire en bottom-up. Ils essaient pas forcément de l'imposer d'en haut, mais de faire en sorte qu'on désire la servitude. Et pour pouvoir le légitimer, en disant bah, vous respirez moins, vous mangerez moins, et ben ils essaient de faire croire bah, c'est la société qu'il veut, qu'il demande, qu'il réclame. Il faut qu'on le fasse, quoi. Donc là ça. T'as la société civile, je te donnerai un autre nom d'ailleurs intéressant là-dessus, quelqu'un qui s'appelle Pierre Calam, que tu connais peut-être de nom, et qui est quelqu'un de très influent. Les mecs vraiment influents sont discrets. Et tu as ce que fait la Commission européenne aussi, puisqu'ils ont monté des plateformes où ils monitorent complètement la consommation carbone individuelle, domestique, et puis au niveau des États membres. Et tu as aussi des ONG comme le WWF qui a créé un rapport qui s'appelle un rapport sur le pass climatique. Ça s'appelle pass climatique directement. Je te laisse piocher, tu veux commencer par lequel des trois? Oui, tu vas m'envoyer les liens qu'on les mette sous la vidéo, que les gens puissent consulter. Est-ce que tu penses que le pass carbone va se mettre en place dans l'Union européenne et en France? Ils essayent, ils prévoient qu'on paye 45 € je crois par tonne de CO2 émise ou quelque chose comme ça pour les ménages à partir de 2027. Je pense qu'ils vont tenter. Faut jamais douter. Je pensais qu'ils n'arriveraient pas à demander à ce que les gens demandent à se faire injecter un truc expérimental pour aller boire une bière tiède à 10 € dans un bar parisien. Donc je te dirais tout est possible. Là ça va loin quand même. Là ça va loin. Je suis pas convaincu. Cette fois, je suis pas convaincu. Qu'ils y arrivent. Ouais, je pense que leur reprise, à un moment, on va les perdre quand même. Je suis globalement pessimiste, hein, tu sais. Mais quand on me dit Mike Borowski me demandait Thibaut, un peu d'espoir, je dis mais non, en fait, les gens ils sont allés se faire piquer, ils ont masqué leurs gamins pour partir en vacances, pour de la merde et tout. Je pense qu'ils vont aller un peu trop loin cette fois-là. Et là, ça tape de plus en plus, tu vois, au niveau social. Il y a une limite. Je pense que leur reprise va les perdre à un moment. Là, ça risque d'être le faux pas de trop, je pense. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver ton dossier sur le pass carbone? Il n'est pas trouvable. Il n'est pas trouvable. Il a été fait pour Mathilde Androuet. Il y aura une restitution prochaine. Ensuite, je ne sais pas s'il sera publié en ligne. Celui que j'ai fait sur les ONG, c'était pour la Fondation Identité et Démocratie, à la demande de Mathilde Androuet aussi. Merci à elle. Et donc il a été restitué à Bruxelles et il est disponible en ligne, comme tu le sais. Celui sur l'influence des lobbies écologistes que j'ai fait, où j'ai énormément de traités de Maurice Strong et de l'écocide, donc il y a eu un retard de restitution. Il n'est pas encore restitué, mais quand il le sera, il sera disponible, puisque la maquette est déjà faite. Celui sur le wilderness et l'éco-business et sur le pass carbone, c'est directement pour le portefeuille environnement de Mathilde Androuet. Donc je ne sais pas quand ils seront disponibles, ni sous quelle forme. Je m'efforce de diffuser quelques informations synthétisées sur Davocratie, puisque je pense que par rapport au travail que j'ai fait, puisque je pense qu'il faut en faire, comme dit Herbulot, une gestion offensive de l'information. Donc, Herbulot qui est le directeur cofondateur de l'école Général Pigeot économique, l'école de guerre économique. Le GE, qu'on peut trouver, je crois, sur internet sous l'adresse ege.fr. Ouais, c'est ça. Non, on ne peut pas le trouver pour l'instant. Je ne sais pas si on pourra, puis je te tiendrai au courant si c'est le cas. Tu nous tiendras au courant qu'on puisse consulter. Ouais. Bon, eh ben écoute, merci Thibaut, et puis à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt.